Bonjour à tous. Nous sommes Pauline, Milo, Ilan et moi-même Ngenha pour vous présenter notre dernière émission de l'année. Voici notre programme. Tout d'abord, c'est notre rubrique Société. Nos collègues Amélie, Eloane, Lison et Tayon ont interviewé un journaliste professionnel, Yann Gali, qui va vous expliquer son métier. Cette rencontre est réalisée en visioconférence entre Paris et Hanoï, une première pour notre équipe. Puis ce sera la rubrique d'Ocuplanète. Notre camarade Hami, Lily et Nati ont posé leurs questions à un spécialiste de la pollution de l'air. Ensuite, vous pourrez écouter la rubrique Culture dans laquelle nous parlerons du Festival Pass. Chaque année, à Hanoï est organisé ce festival des arts de la scène. De nombreux élèves de lycée y participent. Vous pourrez découvrir leurs créations, des pièces de théâtre, des chansons ou des films. Et pour finir, dans la rubrique sport, les CPE font de la natation. Les CPE vont nous raconter comment se passent les séances. Tout de suite, voici Amélie, Eloane, Lison et Tayon qui posent leurs questions à Yann Gallic, journaliste à Radio France, pour mieux connaître son métier. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Eh ben, moi, quand j'étais un peu plus jeune, alors un peu plus vieux que vous, mais quand j'étais au collège, avec des amis, on a créé une radio. Un peu comme ce que vous faites, vous pourrez peut-être me raconter ce que vous faites après. Donc, vous m'entendez toujours ? Oui. Donc, moi, j'étais collégien. Quand j'étais au collège, j'ai créé une radio avec des amis parce que j'aimais beaucoup la radio. Et ensuite, j'ai continué quand j'étais au lycée. Après, j'ai fait des études à l'université, des études d'histoire, et j'ai travaillé dans des radios associatives. Et moi, ce que je voulais faire surtout, j'aimais beaucoup la radio. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup la radio, et j'en faisais pas mal. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de faire de la radio. Est-ce que vous êtes présentateur ou chroniqueur ? Ah non. Alors, comme je le disais, Elouan, moi, je suis reporter. Je fais des reportages, journaliste de reportage. Comment savez-vous ce qui se passe dans le monde ? Alors, comment on sait ce qui se passe dans le monde ? Finalement, un peu comme vous, hein. On n'a pas des super pouvoirs qui nous aident à savoir ce qui se passe dans le monde. Comme beaucoup de gens, on se renseigne. Alors, à France Inter, on a des abonnements aux journaux quotidiens. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est des journaux comme Le Monde, Libération, il y a Les Échos, enfin voilà, tous les journaux qui sont publiés en France. Donc, nous avons des abonnements. Avant, on avait des abonnements papier. On recevait les journaux en papier. Maintenant, on a des abonnements numériques. C'est-à-dire qu'on a les journaux sur nos ordinateurs. Donc, on s'informe en lisant les journaux, en écoutant la radio, aussi les autres radios, en regardant un peu les journaux à la télévision, sur Internet aussi. Puis on a des gens qui nous apportent des informations. Comme on est quand même une grande radio nationale, nous avons aussi des gens qui nous contactent par téléphone ou par mail pour nous signaler des informations, pour nous communiquer des informations. Et c'est comme ça qu'on sait à peu près ce qui se passe dans le monde. Et puis on a aussi des contacts, des gens qu'on appelle. Par exemple, quand on a travaillé sur un sujet précis, des journalistes qui sont spécialisés dans un domaine, ils ont aussi leurs propres contacts, des gens qu'ils appellent régulièrement pour avoir des informations. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les agences de presse, comme l'agence France Presse, l'AFP. Donc les grands médias, tous les grands médias français sont abonnés à cette agence. Et c'est une agence de journalistes qui a des journalistes partout dans le monde et qui nous tient informés de tout ce qui se passe dans le monde aussi, en temps réel.
Et ils écrivent des petits articles qu'on appelle des dépêches et qui arrivent sur les ordinateurs. Et si vous avez l'abonnement, vous savez ce qui se passe dans tous les pays du monde, y compris au Vietnam. Parmi toutes les informations, comment vous triez ce qui est important et ce qui n'est pas important? Ah, alors ça c'est une très bonne question parce que c'est la base du métier de journaliste. Vous savez, quand on fait un reportage, à la fin, le reportage radio, il ne va pas durer 3 heures. Hein. Généralement, un reportage radio qui est diffusé dans les journaux d'information, il dure il dure maximum 1 minute 30, 1 minute 40. C'est très court. Donc, quand vous faites un reportage radio pour les journaux d'information à la radio, c'est un reportage très court d'1 minute 30, 1 minute 40, grand maximum. 2 minutes, ça peut monter à 2 minutes dans les journaux, mais rarement plus. Donc, quand vous allez interviewer des gens, vous allez leur parler peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes, et à la fin, vous allez garder que 30 secondes de ce qu'ils vous ont dit. Donc, comment on choisit? Eh bien, ça dépend de ce que tu veux dire dans ton reportage. Ce qui est important, il peut y avoir plusieurs choses importantes, mais il y a des choses que tu pourras pas tout dire en 2 minutes. Je te dis n'importe quoi si tu fais un reportage sur les gens qui se mettent à faire du vélo après le confinement parce que c'est plus simple de faire du vélo en ce moment que de prendre les transports en commun. Eh ben, si tu as interviewé quelqu'un qui t'explique pourquoi il fait du vélo, il va me dire bah, j'ai besoin de prendre mon vélo parce que j'ai peur d'aller dans les transports en commun à cause du coronavirus. Et puis après, il te raconte que quand il était petit, il aimait bien le vélo, il en faisait déjà avec ses parents, qu'est-ce qui va être important? Ce qui va être important dans ce qu'il t'a dit par rapport à ton reportage, si tu fais un reportage sur les gens se mettent au vélo à cause du coronavirus pendant le déconfinement, parce qu'ils ont peur peut-être de prendre les transports en commun, ce qui va être intéressant, ça va être la partie où le monsieur t'a raconté que lui, il avait peur de prendre le métro ou le bus et qu'il préfère prendre un vélo aujourd'hui. Le fait qu'il aime bien faire du vélo, qu'il aimait bien faire du vélo avec sa maman ou sa grand-mère quand il était petit, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas ce que tu vas garder pour ton reportage. Parce que cette partie-là, elle ne va pas t'intéresser pour ton reportage. Alors, peut-être que cette partie-là, elle est importante pour le monsieur qui t'a raconté ça, mais pour toi, journaliste, ce n'est pas ce que tu vas garder. Donc après, on fait des choix. Et puis, il y a des informations plus importantes que d'autres. Si demain, on apprend qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord, ça va être une information importante. Importante pour le monde entier. Parce que ça aura des conséquences pour le monde entier, vous voyez. Donc, il y a des informations dont on sait tout de suite qu'elles sont importantes. Une guerre qui éclate, on sait que c'est une information importante. L'épidémie de coronavirus, on sait très vite que ça va être une information importante. Donc tu vois, il y a des informations qui s'imposent un peu d'elles-mêmes parce qu'elles ont des conséquences pour tout le monde. Et puis après, il y a aussi, en fonction de ce que te disent les gens, des choses qui, toi, te semblent plus importantes que d'autres en fonction de ce que tu veux garder dans ton reportage. Mais ça s'apprend avec le temps. Hein. Il y a même des écoles spécialisées pour apprendre à devenir journaliste aujourd'hui. La première fois que vous avez travaillé sur France Inter, est-ce que vous étiez stressé, vous avez eu peur et tout? Oui. Bah, la première fois que j'ai travaillé à France Inter, c'était en 2004. Donc moi, j'ai fait des études d'histoire et ensuite j'ai fait une école de journalisme dans une ville qui s'appelle Strasbourg. Que vous connaissez peut-être, sans doute même. Et donc, je suis sorti de mon école de journalisme en 2004 et j'ai eu un premier stage à France Inter, un premier contrat à France Inter, tout de suite après l'école de journalisme, pendant 2 mois, c'était l'été. Et j'avais très peur parce que quand tu arrives à la maison de la radio, c'est un très gros bâtiment, donc c'est assez impressionnant. Et puis quand tu as toujours rêvé de faire de la radio, bah, tu es un peu impressionné. Et quand tu arrives dans un studio de radio, tu es encore plus impressionné parce qu'il y a le micro, puis tu sais qu'il y a plein de gens qui t'écoutent. Tu les vois pas, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui t'écoutent quand même. Et donc moi j'avais très peur parce que j'ai commencé mon stage en faisant de la présentation, donc je présentais des journaux, notamment le soir. Et d'ailleurs, vous vouliez une petite anecdote, j'en ai une deuxième pour terminer. Donc ça faisait quelques semaines que j'étais en stage à France Inter. Je présentais les journaux du soir, le journal de 23h notamment.
Et puis, je présentais des petits journaux, ce qu'on appelle des petits flashs d'informations de 3-4 minutes pendant la soirée. Et j'étais très stressé. Et j'écrivais mes textes à l'ordinateur, puis ensuite, ils sortaient à l'imprimante. Et j'étais évidemment en retard pour le journal de 23 heures, donc je me dépêche, j'appuie sur le bouton imprimer. Puis comme il n'y avait plus assez de papier dans l'imprimante ne m'a imprimé que la moitié de mes textes. Donc je suis arrivé au studio, le journal de 23 heures, j'ai commencé. Puis à un moment donné, je tournais mes pages, et puis j'avais plus de pages, parce qu'elles étaient restées dans l'imprimante, parce que j'avais pas assez de feuilles dans l'imprimante. Et donc, il me restait encore un bon tiers du journal à présenter. J'avais plus de feuilles sous les yeux. Donc là, c'était un peu la panique, mais j'ai réussi quand même à m'en sortir. Heureusement, à 23 heures, il y a un peu moins de gens qui écoutent la radio. Mais c'était un souvenir un peu stressant. Enfin, j'étais très stressé sur le moment. Et puis, ça a été un peu... je me suis dit, bon, bah, c'est fini, je ne ferai plus jamais de radio. Puis, vous voyez, finalement, 10 ans après, je suis toujours là. Donc, on peut aussi se planter, faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, après, quand je présentais des journaux, je vérifiais bien qu'il y avait assez de papier dans l'imprimante. Tu vois. Donc oui, quand je suis arrivé, pour répondre à ta question, j'étais stressé. Et puis maintenant, ça m'arrive encore d'être stressé, mais moins quand même. Hein. Au bout d'un moment, avec l'expérience, on apprend à mieux gérer son stress, surtout. Notre rubrique Société, découvrez la rubrique DocuPlanète. La pollution de l'air, qu'est-ce que c'est? Écoutons à présent l'interview menée par Hami, Lily et Nati de la classe de CE2B. Quelle est la moyenne de la pollution de l'air par jour? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre ce que veut dire la pollution de l'air. Dans l'air qui nous entoure, il y a beaucoup de choses. Il y a de nombreux gaz et de nombreuses particules. Parmi les gaz présents dans l'atmosphère, l'un d'eux est indispensable à la vie sur Terre. Il s'agit de l'oxygène. Mais il y a d'autres gaz dont certains peuvent avoir un effet négatif, soit sur notre santé, comme l'ozone, soit sur le climat, comme le gaz carbonique ou le méthane. En plus des gaz, il y a des particules. Les particules dans l'air sont très petites, tellement petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais on peut les voir uniquement avec un microscope très puissant. La plupart des particules dans l'air ont une taille inférieure à 10 micromètres. Il faut savoir qu'un micromètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. Et donc 10 micromètres, c'est à peu près la taille d'un globule rouge, par exemple. Les particules qui sont dans l'air ne sont pas forcément dangereuses. Celles qui sont les plus dangereuses sont les plus petites, celles qui peuvent aller jusqu'au fond de nos poumons et passer dans notre sang. En effet, une fois qu'elles sont entrées dans notre sang, ces particules peuvent aller dans tous nos organes. Dans l'air, les particules les plus petites sont celles qui sont produites lorsque l'on brûle quelque chose. C'est ce que l'on appelle les particules de combustion. On parle donc de pollution de l'air quand il y a trop de gaz ou de particules qui ont un effet négatif sur la santé ou le climat. Par exemple, comme il y a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère à cause des activités humaines, le gaz carbonique est un polluant pour le climat. En ce qui concerne la santé, différents gaz et particules peuvent avoir un effet négatif. Mais ces gaz et ces particules n'augmentent pas toujours tous en même temps. Du coup, pour donner une mesure de la qualité de l'air, qui ne dépendent pas seulement d'un seul polluant, mais qui prennent en compte tous les polluants qui ont un effet négatif sur notre santé, nous avons mis au point des indices de la qualité de l'air. Ces indices de la qualité de l'air traduisent en un seul chiffre les quantités des différents polluants qui posent un problème. Le chiffre de l'indice de qualité de l'air est aussi traduit par une couleur. Les couleurs utilisées permettent de savoir rapidement si l'air est pollué et si cette pollution est grave ou moins grave. Les couleurs utilisées par l'indice de la qualité de l'air sont vert lorsque l'air est de très bonne qualité, jaune lorsque l'air est un peu pollué, orange lorsque la pollution commence à poser des problèmes de santé aux personnes qui sont sensibles, par exemple les personnes qui ont de l'asthme, rouge lorsque la pollution commence à poser des problèmes de santé à toutes les personnes, violet quand l'air est vraiment très pollué et que toutes les personnes ne devraient pas sortir, et marron quand l'air est tellement pollué que cela devient vraiment dangereux. L'indice de la qualité de l'air à Hanoï varie beaucoup pendant l'année.
De manière générale, l'air est assez peu pollué pendant l'été et très pollué pendant l'hiver. En moyenne, sur l'année, l'indice de la qualité de l'air à Hanoï est d'environ 130, donc de couleur orange. D'autres villes sont beaucoup plus polluées, comme New Delhi par exemple, en Inde, qui a un indice de la qualité de l'air moyen de 170, donc de couleur rouge. Donc même s'il vaut mieux vivre à Hanoï qu'à New Delhi, le niveau de pollution moyen à Hanoï est quand même dangereux pour la santé, surtout si on doit passer toute sa vie à respirer cet air-là. Comment la pollution de l'air se crée? La principale source de pollution de l'air est ce que l'on appelle les processus de combustion. Pour le dire plus simplement, lorsque l'on brûle quelque chose. En fait, peu importe ce que l'on brûle, on va créer des gaz et des particules qui vont polluer l'air. Il faut surtout comprendre que beaucoup de nos activités sont à l'origine de choses qui brûlent et qui créent des polluants. En effet, si je vous dis qu'il suffit de ne rien brûler pour que la pollution s'arrête, vous allez dire, eh bien c'est simple, il suffit d'interdire de faire du feu et il n'y aura plus de pollution. Mais vous pensez certainement uniquement aux feux que vous voyez et qui font des flammes et de la fumée visible. Comme par exemple des feux de poubelle, des feux de bois ou les feux de vos cahiers quand vous avez fini votre année scolaire. Mais beaucoup d'autres choses brûlent sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, lorsque vous roulez en voiture ou en moto, ce qui fait avancer ce véhicule, c'est du feu dans le moteur. C'est l'essence qui brûle et qui produit des gaz et des particules qui polluent. Un autre exemple, lorsque vous allumez la lumière ou la télévision chez vous, l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner ces appareils électriques est principalement produite par des moteurs qui eux aussi brûlent des choses comme du pétrole, du gaz ou du charbon, et qui eux aussi créent de la pollution. En fait, les humains utilisent le feu depuis très longtemps pour produire de l'énergie. Et c'est en produisant de l'énergie, en brûlant des choses, et en particulier des carburants fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz, que nous créons de la pollution. Il est donc très difficile d'arrêter de polluer, car nous avons besoin d'énergie, et pour le moment, nous n'avons rien trouvé de mieux que brûler des choses pour faire cette énergie. Est-ce que c'est vrai que l'air était moins pollué pendant la pandémie de la Covid-19? Pendant la crise du Covid-19, les gens sont restés chez eux et n'ont pas voyagé, que ce soit en moto, en voiture, en avion ou autre. Du coup, les polluants qui sont produits par les moteurs de véhicules n'ont pas été envoyés dans l'air. En plus, les entreprises et les magasins ont fermé, ce qui a fait baisser la consommation d'électricité. Comme l'électricité est produite à partir de moteurs qui aussi envoient des polluants de l'air, eh bien, pendant la crise du Covid-19, comme on a moins consommé d'électricité, on a moins produit de polluants. Donc c'est vrai que la pollution de l'air a diminué pendant la crise du Covid-19. Cela au Vietnam, mais aussi dans tous les pays qui ont demandé à leur population de rester chez eux et de ne plus sortir. Si la pandémie de Covid-19 a été efficace pour faire baisser la pollution de l'air, par contre, ce n'est pas une solution que nous pourrons utiliser pour régler ce problème. Cela a quand même permis aux gens de mieux comprendre ce qui était responsable de la pollution de l'air, c'est-à-dire toutes les activités humaines qui utilisent le feu pour produire de l'énergie. Les moteurs qui permettent aux véhicules de rouler, ou les moteurs qui permettent de produire de l'électricité dans les centrales électriques. Donc, si on roule moins, ou si on utilise moins d'électricité, alors on produit moins de polluants. C'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19. La rubrique DocuPlanète est maintenant terminée. Sans perdre un instant, la rubrique Culture pour nous présenter le festival passe les shows la parole aux artistes. C'est eux qui en parlent le mieux. Les personnages principaux de notre film sont Sherlock Holmes et Watson. Les acteurs, les CM1B. Le présentateur, Anne Heim. La costumière, Gabrielle. L'auteur, les CM1B Party. Le réalisateur, Karim. Quelle est l'histoire de notre film? Une personne a été tuée. Qui est l'assassin? Ce serait Louis Dalmatien, Charlie Bulldog ou Billy Lévrier? Suspense. Donc regardez notre film pour connaître l'assassin.
Cet été, Pa, l'option théâtre vous présente un projet hors du commun. Des bandes-annonces théâtrales. pa. 3 œuvres, 3 auteurs, 3 bandes-annonces. Ces œuvres représentent des dérives de notre société sous forme d'audio accompagné d'un document explicatif. Cette année, les pièces sélectionnées sont des chefs-d'œuvre du prix Sony Laboutancy 2020, réalisés par la meilleure génération de l'option théâtre du lycée. Sur le thème du Festival Pass Digital 2020, l'objet à voir et à entendre ici pourrait s'appeler « Ceci est une représentation de dernière minute, conçue en 4 heures et réalisée en 2 heures, sous le stress ». Si vous avez 5 minutes à perdre, venez voir notre travail de cœur chaotique. Avec une distribution de grande classe, les secondes de l'option théâtre. Dans une interprétation du prologue de Théâtre Gamme de Gérard Chevrolet, ouvrez vos yeux, soyez cléments et admirez nos efforts le dimanche 28 juin. Nous espérons qu'ils vous ont donné envie de voir leur création et interprétation. Sans plus attendre, notre rubrique sportive. Écoutons les élèves de CPB qui nous racontent leurs aventures à la piscine. Depuis le retour à l'école, nous allons à la piscine tous les jeudis. Dans mon sac de piscine, je mets mon maillot de bain, mon bonnet de bain et ma serviette. À la piscine, je fais plein de choses. Je saute, je nage, je plonge, je nage sous l'eau, j'éclabousse. Je fais des bulles avec ma bouche. Je flotte, je coule. À la piscine, je ressens beaucoup d'émotions. J'ai un peu peur à la piscine. La première fois, j'ai eu peur parce que je pense que la piscine est très profonde. La première fois, j'ai eu peur quand j'ai sauté dans l'eau, mais après, j'étais très contente. Au début, j'avais peur de me noyer. J'ai eu peur parce que j'ai failli couler. Mais après, c'était facile. J'ai peur de faire le parcours. J'adore la piscine parce que c'est bien. On peut jouer à des jeux. Je peux nager. J'aime passer sous les barreaux de la cage d'écureuil. J'aime tout à la piscine. Écoutons les élèves de PC qui nous proposent leur interprétation du loup, le renard et la belette. C'est bon, c'est parti. C'est dans je m'ennuyais, j'entendais louer la sanglée. C'est dans je m'ennuyais, j'entendais louer la sanglée. J'entends louer la bolette, j'entends louer la sanglée. J'entends louer la bolette, j'entends louer la sanglée. Ah non, c'est non. Ah non, je m'ennuyais, j'entends louer la sanglée. Je m'ennuyais, j'entends louer la sanglée. J'entends louer la bolette, j'entends louer la sanglée. J'entends louer la bolette, j'entends louer la sanglée. C'est dans 01. Je m'ennuyais, j'entends louer la sanglée. J'entends louer la bolette, j'entends
C'est fini? Bravo les enfants. Cette rubrique est finie, notre émission aussi. Nous vous remercions de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Tous nos remerciements à tous les participants de l'année. Bonnes vacances et à l'année prochaine.